Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce premier point d'information sur RTI 1. Et on démarre tout de suite avec cette activité du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Elle était arrivée à saturation après un usage à plus de 95% depuis le début des années 1960. Avec 18 millions de tonnes de déchets depuis son ouverture, elle vient d'être officiellement fermée par le chef du gouvernement. La décharge d'Akwedo va disparaître et elle va laisser la place à un grand parc écologique et urbain. Les travaux de réhabilitation ont été lancés jeudi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Notre compte-rendu. Par ce geste, le Premier ministre vient de fermer définitivement la décharge sauvage d'Akwedo, à la grande satisfaction des riverains, mais surtout de la chefferie. C'est véritablement un soulagement pour nos parents d'Akwedo, parce que en tenant compte des odeurs et ce qui ne jouait beaucoup sur la santé des populations. Donc si aujourd'hui cette décharge est fermée, c'est vraiment un soulagement parce qu'on constatera qu'il y aura une meilleure santé pour les populations d'Akwedo. On pensait que la décharge fermée serait abandonnée. Parce que là, ça serait un nid de bandits, cette grande surface qui jadis nous a causé beaucoup de nuisances. Dieu merci. Nous disons beaucoup merci, surtout au président de la République, Alassane Ouattara, qui a envoyé son Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, pour nous donner la joie de vivre. La fermeture de la décharge, source de nuisances sanitaires et environnementales, laisse la place à la naissance d'un autre projet, la réhabilitation et l'aménagement d'un parc écologique et urbain. Fermer une décharge, ce n'est pas simplement fermer son portail d'entrée. C'est le début d'un long processus de traitement et de transformation. Voilà la mission que vous nous avez confiée, transformer cette décharge, la réhabiliter, faire en sorte que la décharge d'Akwedo, comme d'autres décharges à travers le monde, à Paris ou Tel Aviv pour ne citer qu'eux, devienne un grand espace vert. Au moment où des temps heureux se profilent clairement à l'horizon pour nos parents d'Akwedo, je m'en voudrais de ne pas saisir l'opportunité de cette tribune pour leur rendre un hommage mérité. Oui, Monsieur le Premier ministre, vos parents d'Akwedo Village ont beaucoup souffert de cette proximité avec la décharge qui a fini par faire de leur vie un cauchemar. Car vivre en permanence à côté d'une décharge dont la gestion ne répond à aucune norme sanitaire et environnementale n'est pas du tout aisé. C'est le lieu pour moi de saluer leur patience et de souligner par la même occasion les importants efforts du gouvernement à l'endroit du village d'Akwedo. Cette action traduit surtout la volonté du gouvernement dans la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de l'environnement, un engagement qui s'inscrit dans l'accord de Paris sur le climat. Il s'agit de laisser un souvenir agréable aux populations qui ont fait montre d'une solidarité et d'une générosité exemplaire en acceptant de céder leurs terres pour recevoir l'ensemble des déchets produits dans le district d'Abidjan depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La réalisation de ce projet, d'un coût global d'environ 96 milliards de francs CFA, est chère à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, car il s'intègre parfaitement dans le cadre du programme social du gouvernement. Sa mise en œuvre va redonner aux populations d'Akwedo un cadre de vie sain et agréable et offrir des centaines d'emplois directs et indirects aux jeunes. En outre, ce projet intègre un accompagnement social qui s'inscrit dans la continuité du soutien de l'État à la population villageoise d'Akwedo. Le volet social de ce projet concerne les domaines suivants: l'environnement du village, l'éducation, la formation et l'insertion sociale, la santé des populations, les activités de sport et de loisirs, les infrastructures socio-économiques, la gouvernance du village et des mesures financières.
Fermer la désormais décharge d'Akwedo qui s'étend sur 153 hectares se veut la responsabilité assumée du gouvernement ivoirien dans son contrat avec la nature. Le démarrage effectif des travaux est prévu pour ce mois de juillet. Puis la Côte d'Ivoire sous le feu des projecteurs avec ce vendredi qui marque l'ouverture de la 45e session de l'Assemblée parlementaire francophone à Abidjan. 400 parlementaires issus de 83 pays se réunissent donc dans notre pays autour du thème « Renforcement, Parlement et renforcement de la démocratie ». Des assises à suivre absolument sur RTI 1. Tout autre chose à présent, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a présenté le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2020-2022 aux sénateurs de Côte d'Ivoire. La rencontre s'est déroulée hier jeudi lors d'une séance de débat d'orientation budgétaire tenue à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. L'émissaire du gouvernement a axé sa présentation autour de 4 points principaux, à savoir l'évolution économique et financière 2016-2022, la situation financière des entreprises publiques et collectivités territoriales, la programmation budgétaire 2020-2022 et les mesures d'amélioration de la gestion des finances publiques. Dans 6 mois, les premières cartes nationales d'identité seront disponibles. Le ministre de l'Intérieur et la société Semlex ont signé mercredi le procès-verbal, un document qui marque le début de la production de nouvelles CNI biométriques. L'opération va durer 24 mois au total. Les explications de Kolo Koulibaly. Ce sont des cartes nationales d'identité dotées d'un numéro unique d'identification, une opération qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du registre national des personnes physiques. Pour justement réussir ce pari, les parties prenantes sont en atelier. Il s'agit notamment de l'ARTCI, l'autorité de régulation des télécommunications qui protège les données personnelles, et la société Semlex. La phase la plus cruciale dans ce projet de registre national des personnes physiques, c'est le renouvellement des cartes nationales d'identité qui sont arrivées à échéance. Donc la prorogation à laquelle nous avons assisté va permettre à l'opérateur de mettre en place tout son système de production, tout le système du RMPP avec toutes les composantes et démarrer la production des cartes nationales d'identité. Et dans 6 mois, en principe, les premières cartes nationales d'identité devaient être entre les mains de leurs titulaires. On aura désormais un système intégré, fiable et sécurisé. Chaque citoyen ivoirien et tout étranger résident ou de passage aura un numéro unique d'identification. La signature du procès verbal ce mercredi entre le ministre de l'Intérieur et la société Semlex marque le T0, le début de l'opération qui va durer 24 mois. Nous devons ensemble nous battre pour en faire une des plus belles pages de l'histoire de l'identification en Côte d'Ivoire. Nous avons ensemble un défi important à relever. Beaucoup de commentaires sont faits ces dernières semaines sur cette collaboration. Je voudrais que chacune des parties s'engage à faire mentir les commentaires les plus tendancieux. C'est le 8 avril 2019 que l'État et l'entreprise belge Semlex ont signé un accord de partenariat pour la mise en œuvre du registre national des personnes physiques, une base de données qui centralise l'ensemble des informations sur l'état civil des personnes. Ouvrons à présent une lucarne sur l'actualité politique nationale. Après plusieurs mois de négociations, la nouvelle mouture de la CEI, la commission électorale indépendante est connue depuis mercredi. L'annonce a été faite au terme du Conseil des ministres et la réaction de l'opposition ne s'est pas fait attendre. Elle demande la poursuite des négociations. La nouvelle mouture est fondée sur les documents de proposition de réforme transmis par les parties prenantes. Selon le gouvernement, le document modifie la loi relative à la composition de la CEI. Il apporte également un meilleur équilibre dans la composition des organes de la commission centrale, du bureau et des commissions locales.
À titre de précision, le gouvernement a donné son accord pour que le représentant du président de la République et du ministre en charge de l'administration du territoire ne soit pas candidat au poste de président de la commission électorale indépendante, selon le communiqué du Conseil des ministres daté du mercredi 3 juillet dernier. Autre chose, à présent, le gouvernement ivoirien s'engage à trouver des solutions aux problèmes de financement des très petites entreprises, c'est-à-dire des entreprises comptant entre 1 et 5 employés. Un accord de près de 40 milliards de francs CFA a été signé à cet effet mercredi dernier entre l'État et plusieurs bailleurs de fonds internationaux. Le projet, qui va démarrer en octobre 2019, va cibler un peu plus de 35 000 jeunes porteurs de projets. On fait le point de la rencontre avec Francis Boifo. On appelle aux jeunes et aux femmes de la Côte d'Ivoire: ne soyez pas gagnés par le découragement. Ce qui vous est demandé, c'est de pouvoir nous concevoir des projets dans lesquels vous vous engagerez vous-même à leur réussite. Le secrétaire d'État chargé de la promotion de l'investissement privé se veut rassurant parce que le financement est disponible. 40 milliards de francs CFA pour financer les projets des très petites entreprises à TPE sous forme de prêts à travers un modèle innovant appelé Clonis. Nous finançons tout type de projet qui a un projet de réparation ou de coiffeur ou de culture maraîchère ou de vente d'attiqués. Et les montants sont entre 400 jusqu'à 1 million d'euros. Il y aura des équipes sur le terrain, des coachs on les appelle. Mais mieux, il y a une innovation qui s'appelle le motivateur. C'est une personne, quelqu'un qui est là comme le motivateur, qui est là pour encourager à relever les défis. L'accord de prêt a été signé mercredi entre l'Institut ivoirien de l'entreprise INIE représentant l'État, le cabinet African Investment Group Fund et Candy Group International. Clonis est un modèle de promotion de l'entrepreneuriat. Il cible 35 100 jeunes et femmes sans emploi répartis dans 234 communes et régions. Il s'inscrit dans le programme social du gouvernement et devrait se comporter comme un vaccin qui lutte contre la mortalité élevée des très petites entreprises TPE ainsi que les petites et moyennes entreprises PME. Et à présent, cette lucarne sur le genre, la deuxième édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques a ouvert ses portes à Abidjan. Catherine Samba Panza est l'invitée spéciale de cette deuxième édition qui va durer 48 heures. Il aura pour objectif de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Plus de détails avec Serge Coléa. Catherine Samba Panza, invitée spéciale de la deuxième édition du FIED. Le Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques est une tribune tournée vers la promotion de l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation de la femme. L'ancienne présidente centrafricaine est venue motiver les femmes, partager avec elles son expérience pour susciter davantage l'implication des femmes dans l'essor économique de leur pays. Je suis venue dire aux femmes ivoiriennes qu'elles peuvent elles aussi arriver à devenir quelqu'un avec beaucoup de volonté, avec beaucoup de combativité et avec beaucoup d'abnégation. Les femmes africaines sont des petites fourmis qui, dès le lever du matin, sont sur les marchés, dans les champs, pour nourrir les familles, pour nourrir les communautés. Elles se battent au quotidien pour survivre et il est important de leur reconnaître ce rôle. Les TIC, une mine d'opportunités pour les femmes, c'est le thème de l'édition 2019 du FIED. Quand on ne fait rien, on ne gagne rien. Il ne faut pas attendre les autres. Vous savez qu'à partir du TIC, aujourd'hui, on peut tout faire. Donc ces femmes-là ont des produits qu'elles peuvent ventiler à partir des TIC pour réussir. Le village FIED, où s'expose le savoir-faire de ces femmes, constitue l'une des attractions de ce forum. Des réflexions ont été apportées sur l'innovation, la transformation des produits locaux et sur l'amélioration du développement économique des femmes et de la jeune fille. Partir du rien pour devenir quelqu'un, c'est le slogan de ces femmes entreprenantes et dynamiques. Un mot d'environnement à présent. Le cadre juridique pour la protection des aires marines se renforce et les acteurs se rencontrent à Abidjan. Notre reporter Franck Quadio a suivi pour nous la rencontre. Voici son compte-rendu. Signature de protocole d'accord.
22 pays dont la Côte d'Ivoire constituant la Convention d'Abidjan renforcent le cadre juridique pour la protection, la gestion du milieu marin et côtier du versant atlantique de l'Afrique. Nous sommes à la deuxième conférence relative à la mise en valeur des zones de l'Atlantique et de l'Afrique de l'Ouest. Ces protocoles dits additionnels portent sur la pollution due aux activités terrestres, les normes environnementales liées aux activités pétrolières, la gestion des zones côtières et celle de la mangrove. Nous avons une crise à laquelle nous assistons. Les écosystèmes marins et côtiers sont fortement dégradés. La qualité de l'eau est dégradée. Il est temps aujourd'hui de transformer cette crise-là en opportunité. Cette convention d'Abidjan, l'aboutissement d'un long processus adopté par les parties depuis mars 2017 lors de la COP12, date depuis laquelle la Côte d'Ivoire préside cette conférence. Plus de 71% de la surface de la Terre est constituée par la mer et les océans, selon les Nations Unies. En Afrique, 51% de la population vit en zone côtière. 500 000 personnes sont victimes d'inondations, par exemple. Malheureusement, ce n'est qu'après des accidents ou catastrophes que nous prenons conscience des risques encourus et de la faible volonté de protection accordée à ces milieux. Face aux enjeux d'une part et aux menaces et risques actuels d'autre part, il nous faut comprendre par exemple que les transports maritimes doivent être régulés au regard de la sécurité des navires et de l'environnement. D'où l'importance d'un tel protocole relevé par l'invité de marque de cette deuxième conférence, le roi de Grand-Bassam Nana Montanoui, dont les populations vivent en zone insulaire. La Convention d'Abidjan depuis 1981 se focalise sur les solutions telles l'économie bleue, la planification des villes côtières et la lutte contre l'érosion. Du sport, du football à présent, après quelques jours de repos, la CAN 2019 reprend ses droits. Les premières rencontres de huitièmes de finale mettront aux prises le Maroc au Bénin au stade de l'Académie militaire du Caire à 16h GMT. Et puis le deuxième match opposera aujourd'hui le Sénégal à l'Ouganda à 19h GMT au stade international du Caire. Des rencontres à suivre naturellement sur RTI 1. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce point d'information au Burkina Faso. Les autorités burkinabées ont annoncé hier jeudi l'organisation des examens spéciaux pour les élèves vivant dans des régions touchées par l'insécurité. La date pour ces examens de rattrapage est fixée en septembre prochain et concerne le primaire, le post-primaire et le secondaire. Remi Fulgence Danguino, porte-parole du gouvernement, a précisé que les épreuves seront administrées à l'issue des cours accélérés de rattrapage. Plus de 2200 élèves de 5 régions du Burkina Faso sont concernés par la mesure. Et puis en Algérie, ce vendredi 5 juillet marque le 20e vendredi de manifestation pour un changement de régime dans le pays. Il coïncide également avec la fête nationale anniversaire de l'indépendance du pays. Les appels à manifester sont très nombreux car l'enjeu est de peser dans la balance de la transition. Des manifestations qui devraient se poursuivre jusqu'au mardi prochain, 9 juillet, une date qui marque la fin du mandat du président par intérim. C'est ici que l'on s'arrête pour ce premier point d'information sur RTI 1. Merci à vous tous qui nous avez suivis. L'information continue sur le www.rti.ci. Je vous retrouve demain à la même heure.